bonjour à tous ceux qui êtes en, en visio. Eh bien, écoutez, moi, je suis très heureux de vous accueillir pour cette deuxième journée santé globale dans le cadre de l'EMA qui est là. Et on va pas tarder du tout. Je vais tout de suite passer la parole aux deux Pauline, à Pauline et à l'autre Pauline pour un petit mot. Et je remercie d'avance Noam et Janelle d'avoir préparé, ainsi que tous les intervenants qui vont venir. Et je pense que ça va être une soirée fort intéressante. Voilà. N'hésitez pas à envoyer des SMS, à poser des questions. Merci André. Donc, moi, je suis Pauline Carapaz, infectiologue au CHIV et donc sur l'EMA du CHIV. Donc, merci à tous ceux qui sont connectés en ligne, à ceux qui sont là. Et donc, voilà, sans plus attendre, je pense que, enfin, moi, après, Noël, peut-être tu vas aussi prendre un peu la parole. Je suis très contente d'être là sur cette soirée qui a débuté la semaine dernière Oui. avec la visite de Rungis pour ceux qui étaient. Donc, c'est un moment formidable et qui a été une superbe introduction à cette soirée, en tout cas, sur les risques alimentaires dont vont nous parler plusieurs orateurs de grande qualité. Merci à eux d'être là. Bonsoir à tous. Je suis Pauline Arias et je suis aussi infectiologue au CHIV. Donc, on s'est mis d'accord pour en fait aborder la thématique One Health autour des infections liées à la chaîne alimentaire ce soir. Et j'ai eu le plaisir de préparer cette intervention également avec le docteur Yamani et d'autres intervenants de Santé publique France et de l'ARS pour pouvoir vous présenter un panorama à la fois donc infectiologie, mais aussi et surtout sur le plan tout ce qu'il y a comme conduite à tenir au niveau de santé publique et de l'ARS pour la prise en charge de ces situations cliniques. Voilà. Merci beaucoup, Pauline. Et donc, à nouveau, merci à tous. Moi, voilà, je suis plus le côté administratif, encadrement. Donc, pour nos intervenants sur place, le micro est juste là, donc pour qu'à distance, on nous entende bien. On essaie de pas être trop loin. Je vous remets la petite manette juste ici pour passer les diapositives. On a également Nelly Fournet qui, normalement, est à distance, qui d'ailleurs va démarrer dans quelques secondes et que je remercie également. Donc voilà, merci à tous. À distance, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et nous, on va les remonter directement avec Janelle sur les instants questions. Et puis sinon, quand on dira, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a un haut-parleur ici, vous pouvez les poser, on vous entendra. Et puis sinon, voilà, merci à tous. N'hésitez pas à émarger, j'ai mis le lien dans le chat et je vais le remettre pour ceux qui viennent d'arriver sur le Zoom. Et il y aura un post-test à la fin également. Voilà. Merci à tous, bonne soirée, et je laisse la main normalement à Nelly Fournet, si c'est tout. Il y a elle qui démarre, on va partager son diaporama. Donc bonjour, donc je suis Nelly Fournet, je suis épidémiologiste à Santé publique France, à la cellule régionale Île-de-France, et donc je suis notamment en charge de la surveillance des intoxications alimentaires. Et avant, j'ai travaillé pendant 8 ans à la direction des maladies infectieuses de Santé publique France, où je surveillais également les intoxications alimentaires au niveau national. Diapo suivante. Donc, les infections d'origine alimentaire, c'est des nombreuses surveillances effectuées par le département des maladies infectieuses de Santé publique France. Donc, elles sont définies par leur mode de transmission. L'éviction totale de ces intoxications est difficile. En 2017, il y a un article qui était paru par un collègue avec, on estimait entre 1 million et 2,1 millions à peu près de malades chaque année en France, dus à des intoxications alimentaires, avec entre 16 000 et un peu plus de 20 000 hospitalisations et environ 250 décès. Diapo suivante. Alors là, ça, c'est la pyramide de la surveillance. Donc, en fait, les intoxications alimentaires, on ne voit que le sommet de l'iceberg, parce qu'au départ, il y a des personnes qui sont malades. Toutes ne vont pas consulter un médecin. Celles qui consultent un médecin n'ont pas forcément une coproculture. Et même s'il y en a, elles sont pas forcément positives avec un germe identifié. S'il y a un germe identifié, les souches ne sont pas forcément envoyées au CNR. Donc, en fait, on voit un petit morceau. On voit bien sûr ceux qui ont été déclarés par DO par les médecins, mais sur des cas groupés avec des germes identifiés, on ne voit que le sommet de l'iceberg. Diapositive suivante.
Donc ça, je vais passer, c'est le docteur Arias qui va en parler, les agents infectieux multiples. Et la diapo aussi d'après, je vais lui laisser la main sur les symptômes et les durées d'incubation. Voilà, donc les sources de contamination sont multiples. Donc, on peut avoir des aliments contaminés naturellement avec un réservoir animal, donc c'est des zoonoses. L'aliment, l'eau, elle peut être contaminée par voie fécale, ou alors l'aliment peut être contaminé également lors de sa préparation par un malade, quelqu'un qui est asymptomatique, par l'environnement de la production alimentaire et par des contaminations croisées avec des ustensiles, des tables de travail contaminées, etc. Diapo suivante. Donc les expressions épidémiologiques sont multiples. On peut avoir des formes sporadiques, des cas isolés. Donc ça, c'est la modalité la plus fréquente. Généralement, on ne va pas les détecter. On peut avoir des TIAC, donc des toxi-infections alimentaires collectives, avec au moins 2 cas d'une symptomatologie similaire qui ont partagé un même repas. Ça, c'est facilement reconnaissable et c'est utile pour la surveillance. Également, on peut avoir des épidémies diffuses. Donc ça, c'est des cas isolés, des foyers qui ont consommé le même aliment. Il y a un lien entre les cas qui n'est pas visible, mais on peut voir une augmentation du nombre de cas à l'échelon d'une ville, d'une région ou d'un pays. Et ça peut également dépasser les frontières. Donc ça, on a des systèmes de surveillance pour détecter ces épidémies sur certains pathogènes. Diapo suivante. Donc, on a plusieurs types d'infections. Alors, en vert, je vous ai mis les déclarations obligatoires, les TIAC, le botulisme notamment. En bleu, c'est des surveillances qui sont faites avec des centres nationaux de référence. Et en jaune, notamment les infections à steak faites par un réseau hospitalier. Après, on a d'autres réseaux également qui participent à la surveillance, bien sûr, les réseaux de laboratoires, des réseaux de médecins sentinelles, etc. Diapo suivante. Donc il y a différents acteurs. Donc au niveau régional, on a l'ARS, bien sûr. On a la cellule régionale de Santé publique France. On a les DDPP, donc en vert, c'est côté alimentaire. Donc c'est les directions départementales de la protection des populations. Donc eux qui vont plutôt traiter le côté alimentaire, euh, le côté visite des établissements, etc. Et on a les laboratoires avec les laboratoires de biologie médicale, et puis les laboratoires vétérinaires. Diapo suivante. Ensuite, au niveau national, on a SPF, on a les centres nationaux de référence, on a bien sûr la Direction générale de la santé, et donc côté alimentaire, la Direction générale de l'alimentation, l'ANSES, la DGCCRF et l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, notamment pour tout ce qui concerne les coquillages. Diapo suivante. Et au niveau international, on a l'ECDC, Centre européen de contrôle des maladies, l'OMS et l'EFSA, qui est l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Et donc, on a des systèmes d'alerte internationaux, côté alimentaire et côté humain. Donc, les pratiques à risque, les cuissons insuffisantes de produits d'origine animale, les conservations à des températures trop élevées, durée de conservation trop longue, lavage insuffisant des végétaux consommés crus. Et puis aussi, on peut avoir des contaminations croisées entre des produits d'origine animale, des produits consommés en l'état, si on se lave insuffisamment les mains ou les ustensiles ou les tables de travail, etc. Diapositive. Donc les TIAC. Donc les TIAC sont une maladie à déclaration obligatoire. Donc, c'est la survenue d'au moins 2 cas similaires d'une symptomatologie, donc en général gastro-intestinale, mais pas que, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire. Donc, souvent, c'est des manifestations digestives hautes ou basses, des fièvres selon l'agent responsable, et on peut éventuellement avoir d'autres signes cliniques comme des prurites, des rages cutanées sur certains pathogènes. Donc, est-ce qu'il y a urgence? Oui, il y a toujours risque d'apparition de nouveaux cas. Tant que la source et les causes n'ont pas été identifiées, il y a des formes sévères qui sont toujours possibles et il peut y avoir des conséquences sanitaires, économiques et sociales. Donc, c'est ADO depuis 1987. Donc, l'objectif, c'est d'identifier les aliments, les produits à risque, les pathogènes pour arrêter la transmission et pour orienter des mesures de prévention et évaluer leur impact. Et également décrire les caractéristiques des TIAC, donc la saisonnalité, les agents en cause, et les facteurs associés. Donc le cinéma de... Alors là, il va falloir appuyer, désolé, j'aurais dû prendre la main sur le diaporama. Donc, qui peut déclarer? Les laboratoires, les médecins, les établissements, notamment les collectivités ou les malades peuvent déclarer une TIAC. Donc, avec la déclaration obligatoire directement à l'ARS. Et également les établissements de santé, pardon, les établissements, collectivités, entreprises, écoles, etc., peuvent faire cette déclaration donc à la DDPP, Direction de la
protection des populations. Ensuite, l'ARS envoie les déclarations obligatoires à Santé publique France. La DDPP les envoie à la DGL. Les laboratoires peuvent envoyer, s'ils ont des souches isolées, au CNR. La DDPP, si elle fait des prélèvements, les envoie à l'ANSES pour analyse. Et donc, il y a une communication au niveau national entre le CNR, SPF et la DGL, et puis l'IFREMER. Et donc, on a différentes enquêtes à chaque étape, enquête microbio, enquête épidémiologique et enquête alimentaire vétérinaire. Diapo suivante, ouais. Et voilà. Donc, l'enquête épidémiologique, elle est menée principalement par l'ARS. Donc, ils interrogent les malades, symptômes, etc., date de début des repas. Je vais pas trop parler parce qu'après, ils vont vous présenter ça. L'enquête, diapo suivante. L'enquête alimentaire, donc, elle est menée par les directions départementales de la protection des populations au niveau départemental et la DGL au niveau national. Ils peuvent prélever des restes, des aliments. euh, Ils peuvent étudier également la chaîne alimentaire, le circuit de distribution, si on a identifié la source, faire la traçabilité des produits. Si des lots sont identifiés, ils procèdent bien sûr à des retraits rappels. Et ils font également les DDPP, des visites sur site. Ils recueillent les non-conformités et peuvent prendre des mesures correctives si besoin. Ensuite, il peut y avoir des enquêtes microbiologiques avec les laboratoires, les CNR côté humain, les laboratoires vétérinaires et l'ANSES côté aliments. On peut avoir des prélèvements chez les malades et ou dans les aliments. Et on peut éventuellement comparer les souches humaines et alimentaires. Donc ça, c'est le Graal total, mais ça n'arrive quand même pas souvent. Donc ces différentes enquêtes ne se font pas toujours, ça dépend des ressources disponibles, mais surtout du nombre de cas. Sur des petites TIAC, on va pas aller jusque-là, de la gravité des signes aussi, et de la coopération des cas. Les cas, ils veulent pas forcément déjà répondre, et surtout, quand ils sont plus malades, aller faire une coproculture, c'est pas forcément intéressant pour eux. Et donc, la présentation clinique des TIAC, en fonction des durées d'incubation des symptômes, on oriente les recherches si besoin, et on pose des hypothèses sur les aliments et ou les pathogènes incriminés, en fonction donc voilà des durées d'incubation et des symptômes. Et du coup, les agents pathogènes sont confirmés assez rarement. Généralement, on les suspecte. Et donc l'écoproculture, donc je vais pas trop, voilà, ça va être aussi abordé par le docteur Arias. Donc les laboratoires de biologie médicale font des recherches en routine. Les PCR multiplex également maintenant, mais vraiment le plus important c'est vraiment de faire des coprocultures parce que si on n'a pas coproculture, on n'aura plus de souches isolées et c'est super important notamment pour la surveillance des salmonelles. Voilà. Et également, les PCR multiplex permettent des découvertes fortuites, mais il faut toujours une compatibilité entre le germe et les symptômes qui ressortent. Souvent, on a des copros positifs à campylobactère sur des porteurs asymptomatiques et le campylobacter a pas forcément quelque chose à voir avec la TIAC. Voilà. Et donc là, vite fait, je vais vous présenter la déclaration obligatoire pour le botulisme. Donc, le botulisme, c'est entre 2018 et 2024, on a eu 64 foyers confirmés. Identifiés avec totalisant 122 cas, 107 hospitalisations et un décès. Donc il y a trois formes de botulisme alimentaire, mais il y a trois formes de botulisme. La principale, elle est alimentaire avec presque 80% des foyers déclarés entre 2018 et 2024. Les aliments les plus fréquemment mis en cause, c'est les salaisons, les charcuteries d'origine familiale, les conserves d'origine familiale ou artisanale. Et donc il y a un CNR qui participe à la surveillance du botulisme humain en signalant immédiatement les cas confirmés. Et donc les autres systèmes de surveillance, donc on a les centres nationaux de référence. Donc c'est des laboratoires experts pour un agent infectieux ou un groupe d'agents infectieux. Le principal pour les infections alimentaires, c'est le CNR des Escherichia coli, Shigella et Salmonella, qui est à l'Institut Pasteur. Donc, ils ont une mission d'expertise, de conseil et de contribution à la surveillance épidémiologique et à l'alerte. Ils font le typage des souches, le séquençage complet du génome, le WGS, depuis 2017 sur toutes les souches. Ils peuvent comparer des souches, principalement entre les cas humains, mais également s'ils ont des souches isolées avec l'ANSES sur des aliments. Ils peuvent également comparer ces souches-là. Et donc, ils nous signalent à SPF une augmentation des cas. S'il y a s'il y a des survenus de cas groupés, donc à une échelle locale, régionale ou nationale, et également s'il y a des souches inhabituelles.
Donc la surveillance des infections, alors à STEC en France, donc elle a à la fois il y a une surveillance épidémiologique avec SPF. Donc on surveille les les syndromes hémolytiques et urémiques pédiatriques chez les enfants de moins de 15 ans avec un réseau de 32 services hospitaliers néphrologie de pédiatrie. C'est un système actif et volontaire, donc les services déclarent volontairement. Alors tous les autres, bien sûr, services hospitaliers peuvent déclarer s'ils ont des cas de CHU. Il y a à peu près 85% d'exhaustivité. On recueille les données démographiques, cliniques et d'exposition par un questionnaire que le clinicien envoie ensuite à SPF. Et côté microbiologique, donc c'est le CNR des Escherichia coli et le CNR associé qui caractérise les souches parce qu'il y a peu de caractérisation des stecks en laboratoire de ville et à l'hôpital. Donc eux, ils confirment, ils isolent les souches, ils les caractérisent en fonction du sérogroupe, des facteurs de virulence. Et ils peuvent comparer les souches également. Donc l'objectif, c'est de suivre les tendances, de détecter des épidémies et de guider des mesures de contrôle, et puis d'appuyer et d'adapter les messages de prévention. Alors sur la surveillance des salmonelles, j'ai pas mis grand-chose. En 2023, il y a eu, ils ont fait donc le séquençage complet du génome sur plus de 12 000 souches, dont 15% qui provenaient de l'Île-de-France. Donc leur technique maintenant, ils font le typage par WGS, donc le séquençage complet du génome, c'est devenu la technique de première intention depuis 2017. Le sérotypage classique qu'il y avait avant par agglutination est quasiment plus réalisé. Euh, Parce il était plus rapide, on pouvait identifier un sérotype en 2 à 5 jours, mais il y a plus de 2600 sérotypes différents, c'était peu discriminant et on ne pouvait pas avoir de cluster de cas groupés sur les salmonelles les plus fréquentes comme les entéritidis, les typhimurium, les monophasiques. Alors dessous, j'ai fait un petit schéma, c'est pour vous montrer un peu, c'est assez compliqué enfin, la complexité, c'est qu'entre le moment où la personne est malade, entre le moment où elle fait la coproculture, ensuite on a le résultat, donc la coproculture part, la souche isolée, pardon, part à l'Institut Pasteur, et le moment où ils ont le résultat du séquençage complet du génome qui prend quelques semaines. Et nous, l'interrogatoire des cas sur des clusters de cas groupés, il peut se passer en moyenne entre donc, la date de début des symptômes et le questionnaire, environ en moyenne 42 jours. Donc quand on interroge les cas, généralement, c'est sur un mois et demi avant l'interrogatoire. Donc on peut avoir des biais de mémoire, ça peut être compliqué parfois de retrouver les aliments, mais bon, on y arrive. Pas tout le temps, mais on y arrive. Et donc, avec le séquençage complet du génome, on a une probabilité très importante que les souches de salmonelle, donc qui ont le même cluster génomique, soient liées à une même source. Diapo suivante, et je crois que je suis sur la fin. Voilà. Donc, du coup, je vais laisser maintenant la parole à mes collègues de l'ARS qui vont vous parler des TIAC. Je reprendrai la main après. Est-ce que vous avez des questions sinon sur cette première partie? Ou je sais pas si on fait des questions à la fin. Non, pardon, je vais laisser la parole, excusez-moi, à Dr Arias. Pardon, je me suis perdue. Si vous avez des questions, je sais pas si on fait des questions à la fin ou après chaque présentation, comme n'importe. Allez, sinon. Bah, merci, Madame Fournet. Oui, effectivement, c'est la parole à l'ARS et vous prenez la main en scène. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Parfait Penka, j'étais dans une autre vie podologue à Nogent-sur-Marne dans la CPTS autour du patient en 94. Et ce soir, je suis avec vous en tant que stagiaire à l'ARS. Je fais un master en santé publique à l'EHESP et j'ai l'opportunité de faire mon stage à l'ARS Île-de-France, au siège. Donc, au niveau, je vais vous parler donc de la gestion de la veille, la surveillance euh, des alertes sanitaires et en particulier des TIAC, toxines infections alimentaires collectives. Donc, comment ça se passe au niveau de l'ARS? Il y a des délégations départementales avec lesquelles, sans doute, vous avez déjà interagi. On a Manon ce soir qui est présente avec nous en visio. Et on a
une ARS de région à Saint-Denis qui va s'occuper de gérer les alertes sanitaires. Alors, comment ça se passe au niveau de la gestion des alertes? On va avoir une direction, il y a plusieurs directions au sein de l'ARS. Il y a la direction de veille et sécurité sanitaire qui comprend plusieurs départements, dont le département de veille, alerte et gestion sanitaire, et également le département point focal régional sur lequel on reviendra juste après. Le DVAGS, c'est une équipe de 20 personnes. On a une partie de professionnels de santé avec 3 médecins, plus la responsable adjointe, Dr Yamani, qui est présente avec nous et qui ne manquera pas de me corriger si je me trompe. On a 10 infirmiers spécialisés en veille sanitaire et à côté, il y a une équipe administrative avec une coordinatrice, des gestionnaires de veille. Et on est aussi accompagné par une chargée de mission démarche qualité système d'information qui va justement nous aider à participer à l'amélioration continue du service et des procédures. Dans ce sens. Donc, au niveau du PFR, le point focal régional, donc, dès qu'il y a des alertes qui sont effectuées, elles vont être centralisées par le PFR. C'est vraiment la voie d'entrée des alertes sanitaires. Pour cela, on a une boîte mail rs75-alerte@ars.santé.fr et un numéro vert 0800 911 411. Ce numéro, c'est à l'usage des professionnels de santé et c'est ouvert 24/24, 7/7 en permanence. Vous pouvez contacter le PFR pour effectuer un signalement. Le diapo est mis à votre disposition. Vous retrouverez toutes les coordonnées et notamment les différents moyens pour lesquels vous pouvez effectuer un signalement, que ce soit sur une maladie à déclaration obligatoire, mais même également sur des événements sanitaires importants, graves, qui peuvent être associés aux soins ou de sanitaire, environnemental. Voilà. Petit rappel bref sur les maladies à déclaration obligatoire. Donc, il y en a 38. Il y en a 33 qui sont considérées comme urgentes et qui vont entraîner des mesures de gestion. Et 5 qu'on va uniquement surveiller. Parmi les 5 à surveiller, il y a notamment l'hépatite B ou l'infection par le VIH, mésothéliome également. En jaune, je vous ai souligné les DO qui peuvent avoir un paramètre alimentaire. Et on va se focaliser sur la TIAC. Donc, comme ma collègue le rappelait, la TIAC, c'est 2 cas. C'est particulier cette DO parce que c'est la seule qui va nécessiter 2 cas pour entraîner une DO, une déclaration obligatoire. Toutes les autres, vues précédemment, la déclaration se fait dès un cas. La TIAC, c'est à partir de 2 cas qu'on va l'effectuer. Si on n'a qu'une seule personne qui est concernée, on peut quand même effectuer un signalement qui sera reçu par le PFR ou auprès de Signal Conso. Et s'il y a un critère de gravité, ce sera pris en charge. Donc, au niveau de la DO, ça, c'est les déclarants habituels qui vont faire les déclarations obligatoires, notamment dans le cadre des bateaux alimentaires, des TIAC. Donc, on a la DDPP qui a déjà été évoquée. C'est une équipe qui comprend des vétérinaires et donc qui sont spécialisés dans tout ce qui va être santé animale, bien sûr, mais aussi santé alimentaire, et qui vont avoir un rôle très important dans les enquêtes alimentaires.
par rapport aux professionnels de santé, les soignants, donc il y a la déclaration obligatoire à remplir pour les hôpitaux, les médecins, mais également les professionnels paramédicaux peuvent effectuer un signalement en envoyant un mail au PFR. Vous pouvez appeler également si vous avez un doute, des questions, vous aurez un professionnel qui vous répondra. Et en cas de suspicion, une investigation sera mise en place par le DVAGS qui permettra soit de confirmer, soit d'infirmer la présence d'une TIAC. Donc là, on a un circulaire de DO, un formulaire, pardon. Les CERFA pour chaque DO sont accessibles en ligne. Il suffit de taper CERFA et le nom de la patho, et vous pouvez les télécharger pour, pour les remplir et nous les faire parvenir. C'est en cours il va y avoir une mise à jour prochainement, pour pouvoir notamment, prochainement. Sur eux, en fait, pardon, il y a des mises à jour qui sont prévues pour pouvoir faciliter la déclaration, parce qu'aujourd'hui, la déclaration se fait sur le format transmis à l'ARS, mais à terme, l'idée, c'est que ça puisse être déclaré en ligne avec, là, sur cette DO, c'est pas celle qui est la plus intéressante pour faciliter finalement les déclarations, parce que sur les autres DO, elles sont anonymes, en fait, on n'a que l'initiale du nom et le prénom. Donc, pour faire l'enquête, on vous appelle pour avoir les coordonnées du patient. Donc, à terme, sur les nouvelles déclarations, on pourra avoir directement le nom du patient qui sera notifié avec les numéros de téléphone pour nous permettre derrière de faire l'investigation sans forcément revenir dans un premier temps directement vers vous pour avoir les coordonnées. Et sur la déclaration, par contre, est noté, il y a une case qui sera cochée pour noter que le patient est bien informé de sa pathologie, pour éviter qu'on soit les personnes qui arrivent et lui donnent le diagnostic alors que le médecin n'a pas encore eu le temps de le faire. Donc, sur le circulaire, sur le formulaire, vous verrez plusieurs informations à nous transmettre qui nous permettront de faciliter de mener l'investigation auprès des patients. Il faut savoir une petite précision, sur chaque formulaire pour les DO, à chaque fois, il y a les critères de notification qui sont spécifiés, qui sont appelés, dans le cas de la TIAC, au moins 2 cas similaires d'une symptomatologie en général gastro-intestinale et avec une notion de repas en commun, d'exposition alimentaire commune. Ça, je reviendrai dessus après. Une TIAC, où est-ce qu'on peut retrouver une TIAC? Où est-ce qu'elles peuvent survenir? Ça peut être aussi bien dans un commerce extérieur, dans un restaurant, qu'en famille ou qu'en collectivité, que ce soit en crèche, en EHPAD, en restaurant d'entreprise. Voilà, et c'est intéressant, c'est important de l'avoir en tête lorsqu'on va recevoir des patients, que ce soit les médecins directement en cabinet ou même des paramédicaux qui peuvent avoir en consultation un patient qui, pendant la consulte, va exprimer justement une situation à laquelle il est confronté, lui, ses proches, et qui peuvent alerter le professionnel. Derrière, peut renvoyer vers une consultation médicale pour avoir une prise en charge. Ça, parmi les informations qui sont importantes pour nous, ça va être sur le nombre des personnes qui sont concernées, leurs symptômes, quand est-ce qu'ils sont apparus, bien sûr, si possible, l'aliment qui est suspect ou le repas qu'ils ont partagé. Et ces éléments vont nous aider à pouvoir mener l'enquête épidémiologique. Pourquoi cette enquête? L'un des diagnostics différentiels de la TIAC, c'est la GEA, la gastro-entérite aiguë. Et lorsqu'on va recevoir
l'ADO, il va y avoir tout un travail pour justement, déjà on doit valider la TIAC pour confirmer qu'on est bien en présence d'une TIAC et ensuite alerter nos collègues de la DDPP qui pourront mener une enquête alimentaire. Le point sur lequel je voulais insister, dont ma collègue Nelly de Santé publique France a parlé, c'est l'importance d'avoir une coproculture qui permet derrière identifier le germe, voir si le germe identifié lors de cet examen est le même que celui de l'aliment concerné et qui permettra d'orienter sur l'étiologie de la TIAC. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment? Ensuite, via des outils qui ont été développés par Santé publique France, qui est vraiment un partenaire avec lequel on travaille quotidiennement. Ils ont une cellule régionale dans les locaux de l'ARS et ils vont vraiment apporter une expertise, notamment sur les cas les plus complexes. Via des outils qu'ils ont développés, on va analyser, on va investiguer la TIAC et pour essayer d'identifier l'aliment concerné et pouvoir faciliter derrière l'enquête de la DDPP si on peut voilà, circonscrire l'objet du délit et pour faciliter leur investigation. Au niveau des exemples, je crois que le docteur Arias reviendra dessus de façon plus poussée. Donc, un bref résumé, après l'ADO, lorsqu'on reçoit l'ADO, on fait une enquête pour valider la TIAC, ensuite enquête épidémio par le DVAGS, enquête alimentaire, ça fait partie de l'épidémio. Ensuite, s'il y a des copros, cela va faciliter l'identification de l'agent pathogène, puis transmission à la DDPP, nos collègues vétérinaires, qui pourront effectuer leur investigation. Au niveau des paramètres qui vont contrôler justement pour identifier les germes, il va y avoir les températures de stockage, l'hygiène, la traçabilité des denrées, des prélèvements d'échantillons et des prélèvements également de surface ou de matériel de préparation. Et voilà. Terminé. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que ça va. Merci. Une question, excusez-moi, en moyenne, combien de temps dure une enquête? C'est le temps de récolter les cas, c'est en termes de mois, de semaines? Non, pas du tout. Ça va être très variable en fait, en fonction de la TIAC, de la collectivité. Quand on est en général sur une école, c'est assez facile parce qu'on va s'appuyer sur l'infirmière scolaire ou le médecin scolaire pour pouvoir récupérer les formulaires. Donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'en fonction du nombre de personnes impliquées dans la TIAC, on peut avoir, on ne va pas aller sur des mois sur la partie enquête épidémio. En général, on envoie un questionnaire à l'ensemble des personnes sur les sujets d'école. On ne va pas juste se limiter aux personnes malades en étant. Parce qu'en général, la difficulté qu'on a dans l'investigation des TIAC, c'est que les gens vont cibler d'emblée un repas. Mais en fait, c'est très difficile de leur dire que ça peut être en dehors de ça, en fonction du germe qui peut être incriminé. D'où l'intérêt surtout de faire des coprocultures, ce qui va nous permettre d'avoir une incubation, pouvoir remonter aussi à l'aliment concerné, mais aussi pouvoir voir parmi les personnes malades si on a tout le monde qui a consommé le même plat. Donc, l'intérêt de toujours voir si on avait des cas avant, pour voir si on est plutôt sur une gastroentérite, parce que une gastroentérite, on a vu sur des écoles, va commencer tout doucement dans des classes, mais après, on aura une explosion de cas, mais pas forcément on est avec une TIAC, mais plutôt avec une contamination qui s'est diffusée. Donc, en général, sur nos enquêtes, on peut le faire
en fonction de l'efficacité de l'éducation nationale, quand on a des gens sur place, ça peut se faire très rapidement. Parfois, en 2 jours, on a envoyé le questionnaire, on a récupéré le questionnaire, on a juste le temps de l'enquête. Bon, aujourd'hui, avec les outils, ça nous permet de simplifier. On les rentre, quand on a le repas incriminé, on va les rentrer facilement dans l'outil qui va pouvoir identifier éventuellement l'aliment en cause ou le repas en cause. Parce qu'aujourd'hui, il faut orienter la DDPP pour leur permettre d'aller cibler vraiment le repas. Parce que sinon, ça fait beaucoup d'analyses. Donc, on a la partie alimentaire, mais on a aussi des signes qui sont présents. D'ailleurs, lors de l'enquête, l'un des paramètres très importants, ça va être la date de début d'apparition des signes cliniques. Et justement, sur une TIAC, par exemple dans une école, lors de l'enquête, on va parfois s'apercevoir que certains élèves ont commencé les signes bien avant la notion de clic. Et c'est comme ça que ça peut nous orienter justement vers un épisode de GEA qui va nous permettre d'avoir des réponses assez rapides sur la suspicion, la présence de TIAC ou pas. Donc bonsoir, je suis docteur Arias, infectiologue, et alors sur cette intervention, moi je vais plutôt axer sur les pathogènes et sur les symptômes cliniques donc que ça peut donner, pour essayer de vous donner un petit peu des pistes pour vous orienter face à un patient chez qui vous pourriez avoir ce genre de suspicion. Donc comme vous l'avez vu, il y a plein de virus, de bactéries et de parasites qui peuvent être responsables d'infections alimentaires. Les plus fréquents, ce sont ceux qui sont producteurs de toxines, les Staphylococcus aureus, les Clostridium perfringens et Bacillus cereus, dont on entend beaucoup parler là actuellement. Et l'agent pathogène le plus fréquemment confirmé microbiologiquement, c'est la salmonelle, celui qu'on arrive le plus à retrouver sur les coprocultures. Là, dans la présentation, en fait, j'ai fait un choix parmi les plus graves et les plus fréquents de façon assez aléatoire, mais pour être un peu marquante. Alors, du coup, je vais vous présenter un petit menu en 7 temps. Je sais pas, vous avez faim. Et à la fin, vous aurez envie de faire une détox. Donc, en amuse-bouche, on aura du foie gras au botox, des huîtres à la sauce norovirus et du tartare au colis. En plat, un suprême de poulet campylosé et son riz bacillé. En fromage, un chef piqué de salmonelle. Et en dessert, un chou au staptor. Foie gras au botox. Alors, bon, l'agent pathogène, c'est Clostridium botulinum. C'est un bacille gram-positif et il est anaérobie obligatoire, il fait des sports, ce qui le rend extrêmement résistant aux stress environnementaux. Et son réservoir, en fait, c'est l'environnement classique, les sols, les sédiments aquatiques. Et il est extrêmement pathogène du fait de la production de neurotoxines très puissantes qui vont entraîner donc le botulisme, c'est-à-dire une paralysie flasque liée au fait de l'action de cette toxine au niveau des jonctions neuromusculaires. Donc c'est quelque chose de très grave qui commence par une faiblesse motrice et puis qui va vers une paralysie. Le patient est apyrétique. Les symptômes, ils sont symétriques et descendants et ça commence souvent par une atteinte donc, des paires crâniennes avec un patient qui va avoir une vue floue, une diplopie, une dysarthrie et qui va évoluer s'il n'est pas rapidement pris en charge vers la détresse respiratoire et le décès. La transmission, en fait, elle est fonction du type de botulisme. Il y a le botulisme alimentaire, donc qui est la principale cause, enfin la principale, origine, donc comme ça a été dit en introduction, 80%. Donc c'est une injection de toxines préformées qu'on va trouver dans les conserves qu'on ouvre à Noël. On va du coup à ce moment-là avaler directement les toxines qui sont préfaites. C'est d'où la rapidité des symptômes. Le botulisme par plaie, ça c'est comme le tétanos, hein, ça peut se voilà. Si on a une plaie qui est souillée par l'environnement. Et le botulisme infantile, qui est en fait une manifestation digestive
quand l'enfant, en fait, n'a encore jamais rencontré de botulisme, de Clostridium botulis dans sa vie. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on ne doit pas donner de miel à un enfant de moins d'1 an. Parce que voilà, on retrouve très fréquemment les scores de Clostridium botulis latent. Il n'y a donc pas de transmission interhumaine ou animale dans cette infection. Donc, on est sur du One Health homme-sol, homme-environnement. On a sauté la case animale. Le traitement, c'est des antitoxiniques, bon, c'est de la réanimation. Et la meilleure façon de traiter, c'est surtout de ne pas l'attraper, donc d'assurer une bonne manipulation des aliments, une cuisson adéquate et des méthodes de conservation sûres. Donc attention aux conserves. Si ça fait pas bloc quand on ouvre, c'est pas bon signe. Si c'est bombé, c'est pas bon signe. Donc on jette plutôt que de consommer. Passons aux huîtres. Alors, les huîtres, en fait, souvent à Noël, aussi, on entend parler de ça, donc des gastro-entérites à norovirus. Le norovirus, c'est un ARN très simple, virus ARN très, très simple, et qu'on va retrouver dans l'environnement et dans certains éléments, notamment donc les crustacés. C'est le vecteur de transmission le plus connu et c'est eux qui sont considérés comme de véritables réservoirs. Après, il y a de la transmission interhumaine. Mais l'humain n'est pas stricto sensu considéré comme un réservoir de norovirus et il en est un vecteur. La pathogénicité, c'est que ça va infecter les cellules digestives hautes et ensuite ça va entraîner une malabsorption et de la diarrhée. Et c'est vraiment la principale cause de gastro-entérite virale aiguë dans toute tranche d'âge dans le monde. Et il y a environ donc 16 à 20% des cas mondiaux de gastro-entérite qui seraient liés à cette infection, à ce virus. Les symptômes, l'incubation, elle est pas si rapide que ça pour de l'intoxication alimentaire, comme vous allez voir après. C'est 12-48 heures après l'exposition. La diarrhée, elle est non sanglante. Il y a des nausées, des vomissements, des douleurs abdos. La fièvre, elle est légère. C'est pas ça qui sera au premier plan. Et les symptômes ne vont pas durer très longtemps, 1 à 3 jours. Donc, du coup, on peut en avoir juste très peu dans quelques huîtres, mais ça peut provoquer une très large épidémie. Pourquoi le double vecteur entre la transmission via l'aliment et la transmission interhumaine. Donc, c'est éco-oral. Alors aussi, ça peut en projeter un peu partout quand on vomit partout. C'est de l'aérosolisation. Et donc, ça va se déposer sur les surfaces. Il peut y avoir aussi une transmission à travers les surfaces. Donc, du coup, le traitement, il est juste symptomatique, comme la plupart des infections virales, avec un régime léger que les Anglais appellent le BRAT, Banana, Rice, Apple and Toast. Et il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement spécifique. La prévention, c'est surtout le meilleur traitement, comme encore une fois, c'est de ne pas l'attraper. Donc la prévention, c'est l'hygiène. Attention, il faut laver les mains à l'eau et au savon. La solution hydroalcoolique n'est pas toujours efficace. Il faut au maximum, si on est dans un cas de collectivité, isoler les personnes infectées jusqu'à 48-72 heures après la fin des symptômes. Attention aux fruits de mer et à tous les crustacés qui sont crus ou mal cuits. Et la désinfection des surfaces, elle se fait avec javel à forte concentration, plus le feuillage à l'alcool, en tout cas dans les recommandations américaines. Et on ne partage pas les ustensiles, les serviettes et d'autres objets susceptibles de transmettre le virus quand il y a un foyer d'infection au sein de la maison. Passons au tartare au colis. Et pas au couteau. Du coup, ça c'est Escherichia coli au 157H7 principalement, il y en a d'autres, mais voilà. Et c'est une souche spécifique d'Escherichia coli qui va donc produire la toxine de la famille STEC. Donc c'est facile à retenir en fait parce que steak, ça fait penser à steak et donc en fait le principal moyen de contamination, c'est le bœuf. Donc le réservoir, c'est un pathogène zoonotique. Donc, ça se retrouve surtout au sein du bétail, notamment des bovins, et ça persiste très longtemps dans l'environnement, donc il peut y avoir une contamination des réserves alimentaires et de l'eau. La pathogénicité, elle est liée à la toxine qui va en fait abîmer directement les cellules et au niveau du côlon, et il peut donc y avoir également, dans les formes les plus graves, une atteinte rénale. Donc, c'est ce qu'on appelle le syndrome hémolytique et urémique. Alors, hémolytique parce qu'il y a bien sûr aussi une hémolyse associée,
donc le CHU lié à cette infection et pas le CHU atypique. Et ça touche principalement les enfants de moins de 5 ans. C'est très grave, ça peut terminer en transplantation rénale. Et donc, c'est très important de très bien cuire le steak qu'on donne aux enfants. Les symptômes, l'incubation, elle est plutôt assez lente, hein, 3 à 10 jours. Donc, il y a des diarrhées, elle n'est pas sanglante dès le début. Voilà, ça commence par une diarrhée classique et puis ça va devenir sanglant. Il y a des douleurs abdominales importantes, des vomissements. La fièvre est pareil, rarement élevée, comme sur la plupart des infections médiées par des toxines. Et les symptômes, ils sont quand même là plus longs, 5 à 7 jours, voire un peu plus prolongés, parce que ça peut être compliqué de s'en remettre. Donc, on évite les steaks cuits et le tartare. Attention aussi aux produits laitiers non pasteurisés. Et comme je vous l'ai dit, ça peut aussi se déposer sur les surfaces alimentaires et dans l'eau. Donc, en fait, il peut aussi y avoir un vecteur de contamination à travers les fruits et les légumes. Et si vous allez à la ferme, c'est pareil. Si on caresse les vaches, il faut bien se laver les mains après. Attention, en termes de traitement, là, les antibiotiques, c'est totalement contre-indiqué, ça peut totalement aggraver les choses. Pourquoi? Parce que donc, le mécanisme est toxinique. Par conséquent, vous mettez l'antibiotique, les bactéries sont usées de façon massive, on relargue plein de toxines et le patient va très mal. On évite aussi les inhibiteurs de motilité qui vont paralyser l'intestin, empêcher l'évacuation de cette toxine. Finalement, la diarrhée, elle est pénible, mais elle sert à quelque chose. Et donc, on se contente, entre guillemets, d'hydrater le patient et on hospitalise et on surveille de près pour s'assurer qu'il n'y a pas de complications à prendre en charge très rapidement. Donc, on applique toutes les mesures de prévention. Encore une fois, le mieux, c'est de ne pas l'attraper. Après, on va passer au plat de résistance. Alors, ce suprême de poulet, très appétissant, eh bien, il peut cacher effectivement un petit campylobacter, le plus souvent un jejuni, et c'est la plus fréquente des gastroentérites bactérielles. Là, on va être non pas sur un mécanisme toxinique, mais sur un mécanisme invasif. Le campylome vient se coller aux cellules intestinales et va les envahir. Et du coup, au profit de cette invasion, il va pouvoir potentiellement se faire un chemin jusqu'au vaisseau sanguin et donc entraîner une septicémie et il peut ensuite aller se localiser en d'autres endroits du corps, donc ce qui peut nous amener à avoir des diagnostics de méningite, endocardite, myocardite, liste non exhaustive. De plus, cette gentille bactérie peut imiter certains de nos marqueurs neuronaux et ça peut entraîner des complications auto-immunes, notamment les Guillain-Barré ou des arthrites réactionnelles et également dans la piste de l'auto-immunité, un syndrome de l'intestin irritable post-infection. Donc, il y a vraiment des conséquences potentielles à l'infection à Campylobacter. Les symptômes, ils vont mettre 2 à 5 jours à peu près à se manifester. La diarrhée, elle peut être sanguinolente du fait du mécanisme invasif, donc avec la lésion des cellules. Il y a des crampes, des fièvres, nausées, vomissements ne sont pas au premier plan. Les symptômes, ça dure 1 à 2 semaines sans traitement. Donc, l'enjeu, c'est d'éviter la transmission en consommant que des viandes de volaille le mieux possible et surtout pas contaminées. Attention donc également à l'eau et au lait non pasteurisé, aux aliments contaminés et au contact des aliments porteurs et de leurs excréments. Donc, on va faire un traitement symptomatique, on va réhydrater le patient comme d'habitude quand il présente une diarrhée. Et sur les antibiotiques, ils sont quand même pas symptomatiques, surtout si en fait il y a une absence de fièvre. Mais en revanche, au regard de toutes les complications qui peuvent potentiellement survenir, il y a quand même des terrains sur lesquels il faut savoir être prudent, notamment les immunodéprimés, les âges extrêmes, les grossesses. On peut être amené quand même dans ces cas-là, recommander de mettre un traitement antibiotique. Mais attention, pourquoi c'est particulièrement aussi important de faire attention à ce qu'on prescrit. Il y a des augmentations des résistances, je n'ai pas précisé, aux macrolides, donc à l'azithromycine, qui explosent parce qu'on utilise de plus en plus de macrolides. Et donc, ça se voit très, très vite.
vu que c'est un antibiotique qui est beaucoup rejeté dans l'environnement et qui persiste et que nos animaux y sont aussi exposés, et ben on est passé de 2% de résistance en 2018 à 23% en 2023. Donc ça va très vite. Donc l'azithromycine, pour ce sur quoi on peut agir en médecine humaine, ben, il vaut mieux se la réserver justement pour les cas où on peut être amené à prendre en charge cette bactérie parce que pour le coup, c'est très efficace là-dessus et on en a vraiment besoin. Et quant à l'accompagnement, qu'est-ce qu'il contient? Eh ben, du Bacillus cereus. On retourne sur la catégorie des bactéries qui vont faire des spores. Donc, du coup, il est présent dans l'environnement, les sols, les végétaux, la poussière et dans plein d'aliments, notamment les produits céréaliers. La prochaine fois qu'on va chez le japonais et qu'on voit le riz tourner dans son rice cooker pendant des heures, on se demande s'il est bien chaud parce que sinon, ça se trouve, ça pullule de bacillus. Donc, les plats composés, les produits laitiers, les légumes et parfois les produits riches en protéines peuvent être infectés. Ce petit bacillus, en fait, il produit une toxine. Alors là, vous en avez sans doute tous entendu parler, c'est la toxine qui se retrouve dans les laits infantiles qui sont rappelés massivement ces derniers jours. En fait, il est très malin, Bacillus cereus, parce qu'en fait, on a beaucoup de mal à le détecter. C'est très, très bien sketché. Et donc, il va pouvoir, en cas d'ingestion, donner soit une forme émétique à cause d'une de ces toxines qui est préformée dans l'aliment et qui va faire vomir. C'est très rapide. Hein. 1 à 5 heures après l'avoir mangé, bim, vous êtes malade. Ça va très vite. Et la forme diarrhéique, c'est cette fois-ci la bactérie qui va produire les toxines une fois que vous l'avez ingérée. Et là, il y a des diarrhées et des douleurs abdominales qui vont apparaître un peu plus tardivement. Il n'y a pas de fièvre. Et des fois, il y a des formes, il peut y avoir des hépatites ou des encéphalites. Bon, c'est très rare. Les symptômes, en revanche, vont passer très vite. Ça ne va pas nous embêter très longtemps. C'est vraiment l'intoxication alimentaire. On est allé vomir et puis finalement, ça passe très, très vite. Donc, on se contamine en mangeant l'aliment contaminé et on peut avoir donc des formes invasives. C'est très difficile à traiter par antibiotiques. En fait, on ne traite pas parce que souvent, on ne fait pas ça passe tellement vite, on n'a pas le temps de faire le diagnostic étiologique. Finalement, le patient va mieux. Donc, en fait, et en plus, on ne peut pas le faire, ça, ce diagnostic-là, facilement en médecine de ville et même hospitalière. C'est que quand on va se retrouver avec des cas très, très rares, heureusement, de forme invasive, que là, on va devoir traiter par antibiotique. Et en ce cas-là, c'est la vancomycine qu'on va devoir donner. Sincèrement, ça n'a encore jamais arrivé. Et j'espère que ça n'arrivera pas. Donc, encore une fois, le mieux, c'est de ne pas l'attraper. Là, pour le coup, c'est quelque chose qui peut se développer très facilement, y compris à la maison. Ça, ça n'a pas besoin vraiment d'inculper un repas en collectivité. Hein. Il suffit d'avoir laissé un petit peu trop, justement, son riz ou ses pâtes traîner en se disant j'attends que ça soit froid avant de les mettre au frigo, puis finalement on les a laissés toute la nuit dehors. Et voilà, donc il faut réfrigérer rapidement. Je dis ça, mais je le fais tout le temps. Hein. Bon, mais voilà, je ne veux vraiment jeter la pierre à personne. Et donc on évite de trop cuisiner ces aliments-là à l'avance si on ne peut pas les réfrigérer après. Ou le buffet de mariage avec la salade de pâtes fait 48 heures avant. Voilà. Bon, bref, le chèvre piquait la salmonelle pour avancer vers notre dessert. Là, pour le coup, c'est une tiaque quand c'est une salmonella non typhi. Donc, ça va concerner les animaux d'élevage. Globalement, aux vaches, cochons, poulets. Non, il n'y a pas les cochons pour moi. Les œufs, les produits laitiers, les légumes, l'eau. Donc voilà, c'est un mécanisme invasif. Donc il va y avoir des diarrhées et potentiellement du sang dans les selles. L'incubation, elle est très variable, de 6 heures à 6 jours. Et les symptômes vont persister quand même potentiellement jusqu'à 1 semaine. Il peut y avoir des bactériémies, c'est un mécanisme invasif. La transmission, donc, elle peut se faire tout au long de la chaîne alimentaire, un peu comme sur d'autres
que je vous ai montré avant, mais celui-là vraiment, comme il est très fréquent de la salmonelle, c'est farm to fork. Donc c'est l'adage, c'est vraiment très difficile enfin, on ne peut pas relâcher l'attention à une quelconque étape, elle peut se retrouver partout. Donc, la plupart du temps, la maladie, elle est bénigne, donc on hydrate, on ne va pas traiter systématiquement par antibiotiques, le salmonella identifie. On s'adaptera en fonction du terrain du patient. Un peu comme sur le bacillus ou le campylome. Non, pardon, le campylome. La prévention, c'est de cuire avec des températures internes d'au moins 75 degrés. Donc, tout le monde investit dans une sonde de cuisson comme dans Top Chef. Voilà, attention toujours aux aliments crus, mais c'est bon quand même. Et de mettre en place les mesures d'hygiène alimentaire qu'on a déjà pu évoquer. Et enfin, pour terminer, le chou au stade d'or, ou ce qu'on appelle classiquement le panari du boulanger. Alors ça, pour le coup, ça, c'est des souches de staphylocoques particulières qui sont productrices de toxines. Le réservoir, c'est l'humain. Donc, ce n'est pas la peine de s'en prendre aux animaux ni à l'environnement. Le seul coupable, c'est celui qui prépare. Donc, il y a une production de toxines par cette souche qui va donc être présente sur les mains et du préparateur et qui va typiquement mettre le doigt dans la crème pâtissière pour goûter qu'il a mis assez de sucre. Et au passage, déposer sa toxine de staphylocoque dedans, puis monter la crème dans ses choux et le faire partager à tout le monde. L'incubation est plutôt là très rapide aussi. C'est dans les heures qui vont suivre l'ingestion. Il y a des douleurs abdominales, peu de fièvre parce que donc c'est pas invasif, c'est toxinique et les symptômes sont de relativement courte durée. Donc, comme je vous disais, le coupable, c'est celui qui prépare. Le traitement, il n'est que symptomatique. Et ce qui est très important, c'est de se laver les mains, de mettre au frigo et de ne pas superposer les types d'aliments crus et cuits pour éviter contamination entre les deux. Donc, pour un peu résumer sur le versant tableau clinique, il y a trois cases et donc deux mécanismes différents. Le syndrome colibriforme sécrétoire qui est lié aux toxines. Donc finalement, les syndromes toxiniques, ils ne donnent pas beaucoup de fièvre, c'est rapide, ça passe vite et le traitement, c'est surtout pas d'antibiotiques pour ne pas faire relarguer encore plus de toxines et on hydrate et ça va très bien se passer. Les syndromes en fait qui vont être invasifs sont de deux types, soit le gastro-entéritique où il y a les diarrhées et les vomissements, parfois un peu de fièvre. On va avoir une invasion des tissus, c'est le mécanisme du campylobactère, des salmonella non typhi, mais comme c'est invasif, ça peut donner des sepsis et des bactériémies. Et il y a le niveau au-dessus de l'invasion plus violente, avec des selles là, qui sont vraiment glérosanglantes, avec des douleurs abdominales. Et là, pour le coup, beaucoup moins de vomissements. Enfin, c'est pas du tout ce qu'on va retrouver au premier plan chez les patients. Là, il y a vraiment une destruction des cellules épithéliales et une forte réaction inflammatoire. Et ça concerne la shigelle. Et en fait, c'est l'éscherichia coli entéro-hémorragique qui est invasif et qui produit la toxine, et les entéro-invasifs. Donc là, pareil, c'est invasif, donc il peut y avoir un sepsis avec une bactérie. Comment on fait le diagnostic? Vous l'avez déjà entendu dans les autres présentations. Il faut vraiment faire des copros chez tous les patients qui sont suspects, enfin qui ont une diarrhée. Voilà. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avancer sur le diagnostic. Sauf que quand on dit coproculture, c'est vraiment la culture. Les PCR multiplex sur les selles. Alors oui, s'il y a de la fièvre, on peut avoir des bactériémies. Donc, notamment, on va facilement trouver de la salmonella typhi. Donc, si c'est un patient très fébrile qui ne va pas, là, vous l'adressez en secteur hospitalier, il y aura des hémocs. Et pour revenir, donc, c'est la coproculture qui est indispensable. La PCR sur les selles, ça ne permet pas de confirmer une infection et de prescrire un traitement.
Il y a certains parasites, il y a certains pathogènes, dont des parasites qui peuvent être détectés et on ne sait même pas si c'est vraiment pathogène. Comme on l'a dit, il peut y avoir des portages asymptomatiques. Et il faut savoir faire la part des choses entre est-ce que les symptômes que présente le patient sont vraiment compatibles avec une infection à campylobactère, c'est-à-dire que on l'a vu, ça met plutôt 1, 2 jours pour se manifester. S'il vient juste de consommer et qu'il vomit qu'il a la diarrhée, en fait, c'est pas compatible. Donc, le campylobactère ne pourra pas être incriminé. Attention aux colis entérotoxinogènes, parce qu'en fait, il ne faut pas les traiter par antibiotiques, on risque de faire du relargage de toxines. Et surtout, la PCA ne vous renseignera absolument pas sur les résistances. Or, on sait que ça augmente, notamment sur les campylobactères et sur les salmonelles. Du coup, la PCR, c'est bien, on ne peut vraiment pas s'arrêter là. Et bien sûr, donc, comme vous l'avez vu, il faut faire des signalements à chaque fois que vous suspectez une TIAC. Donc, antibiothérapie ou pas, finalement, en fait, très peu. On va le réserver à des terrains à risque de complications, aux fièvres typhoïdes et au syndrome dysenterique, donc surtout s'il y a de la fièvre. Là, on va effectivement proposer l'antibiothérapie. S'il n'y a pas de fièvre, si le terrain n'est pas compliqué, là, on peut s'abstenir. Je vous laisse voir ce que c'est. C'est pas compliqué. En gros, c'est ceftriaxone aussi pour le et sur les formes donc toxiniques, là, on ne fait pas d'antibiothérapie de façon systématique. Escherichia coli, donc ça, finalement, je vous l'ai dit, voilà, il y a différents, en fait, sur la PCR, vous avez souvent tout cela, et finalement, ils ne veulent pas, ils n'impliquent pas du tout la même physiopathologie infectieuse, et donc, on n'a pas d'indication systématique à mettre des antibiotiques, et surtout pas, notamment dans les formes donc, toxiniques, vous allez augmenter le relargage. Et pour la salmonelle typhique, vraiment un rapide mot, c'est les salmonelles typhoïdes et paratyphoïdes. Pardon, je pense que la diapo sur les PCR, vous avez dit, le problème, c'est la branche salmonelle SP, vous ne savez pas laquelle. Et donc, en fait, salmonelle SP, si c'est une typhine, paratyphine, on s'inquiète. Si c'est une autre, on s'en fiche. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est aussi vraiment une grosse limite des PCR qui ne permet pas de s'arrêter là. Et si vous avez un patient avec une suspicion de fièvre typhoïde, vous l'envoyez en secteur hospitalier pour qu'il y ait donc des hémocs et puis une coproculture et qu'on débute le traitement et qu'on surveille le patient si jamais ça ne va pas. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Je crois que c'est une fournée qui prend la partie. Il y a des questions notamment. Ah oui. C'est un peu pleural. On essaie de digérer. Oui, j'aurais pu vous dire bon appétit. J'ai une petite question par rapport par rapport à l'enfant et les adultes qui ne sont pas trop contaminés. Là, si vous l'êtes, mais vous avez la capacité. La capacité, en fait. Ça ne sera pas une manifestation. On peut continuer à manger du miel. Oui, oui. Non, une fois que vous êtes tapissé, c'est pour que je sache c'est le propos dans la qu'on appelle les défenses. Merci. Oui, alors je vais continuer. Après ce délicieux menu, je pense que vous commencez à avoir faim. Alors je vais essayer d'être rapide. Donc je vais vous présenter quelques exemples d'intoxication alimentaire et de TIAC. Donc vite fait, alors les TIAC, depuis 2010, ça a légèrement augmenté. Là, on a eu presque, donc ça c'est au niveau national. On a eu presque 2000 TIAC déclarés en 2022. Donc tous ces chiffres, vous pouvez les retrouver dans le bulletin de surveillance. Le dernier, c'est celui de 2022 qui est en ligne. Diapo suivante. Donc en 2022, on a eu presque 2000 foyers, plus de 16 000 personnes malades, avec 4% d'hospitalisation et 17 décès quand même. Alors alors il y a le délai de déclaration qui est assez variable. On a 22% des TIAC qui sont déclarés par par les professionnels de santé dans les 24 heures suivant la survenue du premier cas. On a 42% qui sont déclarés dans les 3 jours suivants et on a plus 20% qui sont déclarés plus de 2 semaines
après la TIAC. Donc là, il n'y a plus trop d'intérêt pour la surveillance. Un agent pathogène a été confirmé en 2022 dans 20% des TIAC. Donc, sur des prélèvements de malades, donc 60% c'est généralement des salmonella, c'est ce qui est le plus isolé sur des prélèvements humains. Sur des échantillons alimentaires, on a eu 30% de prélèvements positifs sur les 376 foyers. Donc principalement, c'est Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens et Bacillus cereus. Alors ces trois toxines, elles sont très courantes, mais elles, par contre, elles seront jamais retrouvées, elles peuvent pas être retrouvées dans des coprocultures humaines. Donc ça, c'est vraiment sur des prélèvements alimentaires. Et pour 10% de ces 376 foyers, on a eu un isolement de salmonelle à la fois dans un échantillon humain et dans un échantillon, un prélèvement alimentaire. Voilà. Et la majorité des TIAC, 65%, on suspecte un agent pathogène basé sur la durée d'incubation et les symptômes. Et pour 15%, on n'a aucune idée. C'est indéterminé, c'est trop vague. Donc salmonelle, c'est 12% de l'ensemble des TIAC, 42% des TIAC à agent confirmé. Staphylocoque, c'est 21%. Essentiellement, c'est des TIAC qui sont suspectés. Bacillus cereus, c'est 24% des TIAC. Et Clostridium perfringens, 8%. Pareil, c'est aussi deux toxines essentiellement suspectées. On a peu d'isolement. On a 7%, c'est des virus entériques. Et l'histamine, 3%. Donc l'histamine, bien souvent, c'est des syndromes allergiques très rapides. Et la plupart du temps, c'est dû à une consommation de poissons scromboïdes, surtout du thon. Alors, le lieu de survenue des TIAC, dans 45% des TIAC en 2022, ça a eu lieu dans des restaurants commerciaux, donc des repas pris dans des restaurants. 30% en restauration collective, donc 10 dans des instituts médico-sociaux et 20% dans d'autres collectivités comme des cantines, des restaurants d'entreprise. Et 25% des TIAC ont eu lieu au sein de foyers familiales. Donc souvent, c'est des TIAC de petite taille, des foyers familiaux, pardon. On a quelques cas et généralement, on n'a pas vraiment beaucoup de suite à ça, sauf s'il y a des isolements de salmonelle. Alors, un exemple de TIAC, donc comme vous l'a dit Dr Arias, ben voilà, le norovirus et les huîtres. Donc, à l'hiver 2019-2020, juste avant le Covid, on a eu énormément de tiac à huîtres, notamment entre le 26 décembre et le 5 janvier, les déclarations obligatoires qui arrivaient par fax à Santé publique France nationale. Toutes les 15 minutes, on avait une nouvelle DO qui arrivait. Donc on a eu au total, au national, on a eu 197 DO et plus de 1100 malades. Donc comme je vous l'ai expliqué au début, voilà, c'est le sommet de l'iceberg. Donc je ne sais pas du tout combien il y a eu de malades au total suite à l'ingestion de ces huîtres contaminées au norovirus, mais on a vu qu'une petite partie. On a eu 2% d'hospitalisation. Donc, il y a eu, oui, suivante, c'est bon. Il y a eu des contrôles, des mesures de contrôle bien sûr mises en œuvre. Donc, suite aux déclarations et aux investigations de ces TIAC, il y a eu une trentaine de sites de pêche qui ont été fermés pour cause de contamination au norovirus. Alors, bien sûr, il y a aussi eu des prélèvements sur ces zones de pêche, avec l'Ifremer notamment, et les DPP qui faisaient des prélèvements. Et parallèlement, on a eu une augmentation des passages aux urgences et chez SOS Médecins pour les syndromes de gastro-entérite aiguë et de vomissement. Donc c'est le pic que vous voyez sur les deux pics notamment que vous voyez sur les graphiques à droite. Donc c'était vraiment concomitant. Alors en bas, je vous ai mis une publication qu'on a fait du coup sur ça. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller la voir, il y a le lien. Diapo suivante. Voilà, alors le botulisme, donc en 2023, vous avez dû en entendre parler, il y avait la Coupe du Monde de rugby en France. Le week-end du 8-10 septembre, il y avait les matchs de poule, dont un qui se passait à Bordeaux. Le dimanche 10 septembre, le CHU de Bordeaux a rapporté 3 cas suspects de botulisme. Ils avaient fréquenté un même restaurant à des dates différentes. C'était des personnes de différentes nationalités, donc ils n'avaient pas mangé ensemble. Et ils avaient tous consommé, pardon, par contre, des sardines marinées en bocal. Le 11 septembre, il y a eu une recherche active de personnes qui avaient fréquenté ce restaurant en utilisant leurs données bancaires. Ils ont été autorisés à interroger les banques pour avoir les coordonnées de ces patients parce que la plupart n'étaient pas français et il fallait absolument les contacter. Et pour communiquer avec les professionnels de santé, le 12 et 13 septembre, il y a eu une alerte internationale. Donc, le Health Protection Agency pardon, au Royaume-Uni a été prévenu, bien sûr le CDC, l'OMS.
Et il y a 29 clients exposés qui ont été identifiés de 11 nationalités différentes, dont 3 qui étaient symptomatiques au Royaume-Uni. Donc eux, ils ont été vraiment rattrapés de justesse. Il y a eu 15 cas suspects, dont 10 qui ont été confirmés en laboratoire. Au total, 13 hospitalisations, dont 6 personnes ventilées. Il y a eu un décès et tous ont eu une antitoxine. Voilà, donc pareil, dessous, je vous ai mis un article qui a eu lieu suite à cette intoxication alimentaire. Ensuite, alors ça, c'est un exemple de salmonelle. C'est l'année dernière, on a eu le plus, 2024-2025, on a eu le plus gros cluster de salmonelle en Île-de-France, avec une centaine de cas. Au total, on a eu 105 cas donc, de salmonelle entéritidis qui appartenaient à un même cluster génomique. On avait une moyenne d'âge de 23 ans. Le 97% des cas étaient en Île-de-France. Et donc, ces 105 cas ont été isolés entre le 9 août et le 13 février 2025. Donc, la courbe que vous voyez, la première courbe en haut à gauche, la figure 1, c'est le nombre de cas par semaine d'isolement. Donc, c'est les 105 cas. La courbe en dessous, c'est une courbe avec 42 cas, c'est 42 cas qu'on a interrogés. Donc un questionnaire salmonelle, comme je vous l'ai expliqué, on a interrogé les cas, ils avaient consommé, enfin leur date de début des symptômes datait déjà d'il y a un mois et demi. Donc il fallait remonter 7 jours, sur les 7 jours avant leur date de début des symptômes pour savoir ce qu'ils avaient consommé. Donc forcément il y a des biais de mémoire. Et le questionnaire salmonelle dure à peu près 45 minutes parce qu'on interroge sur l'ensemble des charcuteries, l'ensemble des fromages au lait cru, enfin tous les produits alimentaires, les fruits et légumes, les poissons, les viandes, etc. Donc au bout d'un moment, on a quand même réussi à cibler un produit. Donc, consommation alimentaire la plus fréquente, c'était des œufs et des produits à base d'œufs pour 42 cas. Donc, 95% des cas interrogés ont rapporté ça. On a eu quand même 27 hospitalisations, ce qui est assez important sur les personnes interrogées, 61% des cas interrogés, donc dont 6 en soins intensifs. Au total, on a eu 14 cas qui avaient consommé des produits à base d'œufs dans 4 restaurants qui servaient de la nourriture cachère ou halal. On a eu des TIAC qu'on avait déjà identifiés, enfin que l'ARS avait eu, mais on n'avait pas encore le séquençage du génome. Donc quand l'ARS a eu ces TIAC, il y a eu les investigations de fait, bien sûr, mais on ne pouvait pas encore les relier à un cluster de cas groupés. Il y a 6 des cas qui avaient été identifiés par la suite, qu'on avait consommé dans ces mêmes restaurants, il y avait eu des TIAC. Et 2 autres restaurants ont été également identifiés. Et la majorité des cas avaient consommé des œufs blancs ou bruns, ils rapportaient, ils décrivaient des boîtes de 20 ou 30 œufs dans des lieux d'achat différents. Il y avait des achats en grande distribution, dans des petites épiceries, mais pas de marque identifiée. Et la majorité de ces personnes avaient consommé de la nourriture cachère ou halal. Et ça, il y avait 7 cas hors d'Île-de-France, mais qui avaient été exposés en Île-de-France ou dans des départements limitrophes. Donc, au niveau investigation vétérinaire, il y a eu la mayonnaise prélevée dans l'un des restaurants suite à une TIAC. La même souche a été isolée, qui appartenait à ce cluster génomique. Il y a eu une enquête de traçabilité des œufs dans plusieurs lieux d'achat et dans les lieux des restaurants, mais qui ont été non concluantes. Donc l'origine des œufs était multiple. Il y avait plusieurs centres d'emballage qui ont été identifiés par la DGL, en France, en Belgique, en Espagne. Les voies de commercialisation aussi étaient multiples. Il y avait plusieurs grossistes identifiés. Il n'y avait aucune contamination qui était mise en évidence dans les exploitations et les grossistes qui ont été inspectés. Donc vraiment, c'est resté cette TIAC un mystère et ça s'est arrêté voilà, début février, plus de cas. Attendez, j'avais autre chose là-dessus. Oui, donc comme je vous l'ai dit, c'est l'épidémie la plus importante signalée en Île-de-France. Donc celle-là, ça mélangeait vraiment la déclaration obligatoire des TIAC et le signalement par le CNR des salmonelles. Euh, donc l'hypothèse des œufs achetés en circulant et par différents canaux, bah, ça permettait pas d'expliquer la répartition géographique des cas uniquement en Île-de-France. Et il n'y a pas de filière particulière concernant les œufs pour de la nourriture cachère ou halal. Donc vraiment, voilà, c'est resté un mystère. Diapo suivante. Et alors, donc un exemple de chute de syndrome hémolytique et urémique et de STEC. Donc en février 2022, on a eu le signalement par le CNR de 8 cas pédiatriques
chez des enfants qui ont eu un syndrome hémolytique et urémique. Tous avaient plus de 5 ans et ils étaient plus dans le nord de la France. Donc c'était étrange en termes d'âge, parce que souvent c'est les enfants de moins de 5 ans qui sont les plus touchés. Souvent il y a une saisonnalité sur les steaks, c'est plutôt en été. Et donc là, on avait vraiment un cluster en termes de saisonnalité et de localité. Donc, on a réalisé des questionnaires exploratoires pour interroger les parents, pour avoir le contexte clinique, la présence d'autres cas dans l'entourage, quelles étaient les expositions environnementales, les contacts avec des animaux, et bien sûr les consommations alimentaires détaillées. Et aussi, on a interrogé les personnes s'ils avaient des numéros de carte de fidélité. Le numéro de carte de fidélité, ça c'est hyper important quand on fait des questionnaires parce que du coup on travaille donc avec la Direction générale de l'alimentation qui eux peuvent interroger les supermarchés pour connaître les consommations des gens s'ils ont utilisé leur carte de fidélité bien sûr sur plusieurs sur la période qu'on estime où ils ont acheté les aliments contaminés. Donc l'objectif c'était d'identifier des expositions communes au cas et de générer des hypothèses sur l'origine de la contamination. En parallèle, il y avait des investigations microbiologiques par le CNR pour cibler des cas épidémiques et des investigations alimentaires par la mission des urgences sanitaires de la DGL et également l'unité alerte de la DGCCRF pour faire la traçabilité sur les aliments les plus fréquemment consommés, donc qu'on leur apportait suite aux investigations épidémiologiques. Alors au total, il y a eu 58 cas, 56 confirmés, 2 probables. L'âge médian des enfants était de 6 ans. On a eu une personne adulte, je ne sais plus quel âge elle avait, mais il y avait un adulte. Il y a eu 2 décès et 2 enfants qui ont eu des séquelles. 77% avaient rapporté l'achat de pizza, enfin les parents avaient rapporté l'achat de pizza surgelée avec les preuves d'achat d'une même marque. 95% avaient consommé ces pizzas. Et sur ces 95%, 49 citaient une marque spécifique A. Euh, voilà, donc ça c'est la courbe épidémique à gauche de tous les cas avec par date de début des symptômes. Diapositive suivante. Donc la traçabilité des investigations alimentaires ont été faites par la DGCCRF sur le processus de fabrication de ces pizzas, les matières premières. Il y avait une seule ligne de fabrication, c'était des pâtes sans pré-cuisson. Les garnitures étaient pasteurisées ou cuites. Il y a eu une inspection bien sûr en cuisine chez des fournisseurs de matières premières. Ils ont prélevé aussi des pizzas, des pâtes, des garnitures et des farines. Et, euh, et donc il y avait un faisceau d'arguments. Et aussi ils ont prélevé pardon, une pizza chez une famille qui était positive à la même souche que les cas. Donc il y avait un faisceau d'arguments épidémiologiques, microbiologiques et de la traçabilité qui a permis de suspecter un lien entre ces pizzas surgelées et les infections. Il y a eu des mesures de retrait-rappel de toutes les pizzas incriminées. Et dans un second temps, on a confirmé toutes les souches épidémiques. Donc voilà, cette investigation a été assez compliquée parce que généralement, les SHU et les steaks, c'est surtout sur les steaks hachés qu'on trouve ces pathogènes. En France, depuis 1996, on a eu 21 épidémies de cas groupés d'infection avec une origine d'infection incriminée alimentaire sur 16. Je crois que ma phrase n'était pas très juste. Bref, on a eu 16 épidémies d'origine alimentaire depuis 96. Généralement, c'est du fromage au lait cru ou de la viande hachée. On a eu aussi des graines germées, une épidémie avec des concombres également sur du steak et donc ces pizzas surgelées. Je crois que j'arrive à la fin. Voilà, donc épidémie diffuse avec des signalements par les CNR, les TIAC, les deux sont bien souvent imbriqués. Donc la DOTIAC, elle permet d'identifier plus facilement un aliment. Si elle fait partie d'un cas groupé, c'est plus facile d'interroger des cas qui ont participé à un même repas pour trouver un aliment commun. Et lors d'épidémies diffuses également, on identifie bien souvent des TIAC qui ont pas été déclarés. Donc voilà, tout est imbriqué. Donc diapositive suivante. Donc l'intérêt de déclarer rapidement les TIAC plus donc les données de surveillance par les autres systèmes de surveillance, bah, c'est pour les liens entre elles. Il peut y avoir des liens entre s'il y a plusieurs régions, si c'est un même aliment qui est consommé. Ça permet de lancer rapidement des investigations coordonnées, donc épidémiologiques, vétérinaires et microbiologiques. L'investigation précoce auprès des malades, ben, ça évite un biais de mémoire limité, mais c'est pas toujours évident avec notamment avec l'isolement de souche. Donc tout ça, bien sûr, c'est pour prendre rapidement des mesures de contrôle, notamment des retraits-rappels, afin de limiter le nombre de cas. Et donc voilà, les prescriptions microbiologiques dont l'écoproculture sont indispensables, mais aussi sont adaptées en fonction des symptômes.
Voilà, si on suspecte une toxine comme Bacillus, Clostridium ou Staph, la coproculture n'a pas forcément d'intérêt parce que c'est pas des choses qu'on peut trouver sur les coprocultures. Chaque TIAC a son intérêt, donc pour suspecter un aliment sur le marché, pour investiguer des TIAC qui sont survenus dans des lieux avec des populations fragiles aussi, lorsqu'on a un nombre important de cas et s'il y a des épidémies diffuses, donc sur un échelon plus large qu'un qu'un repas commun, ça peut être donc à l'échelle départementale, nationale et aussi européenne. Comme c'est arrivé donc par exemple avec les clusters, le salmonelle avec des œufs en chocolat, je crois que c'est en 2022. Donc ça, c'était une épidémie européenne. Et donc la surveillance et les investigations dépendent, il y a une grosse faute, d'une collaboration étroite de multiples partenaires. Et donc la base, eh ben, c'est les professionnels de santé. C'est grâce à vous, à votre déclaration, aux déclarations que vous faites, qu'on va pouvoir faire des choses. Et donc, comme vous l'avez vu, il y a énormément de personnes impliquées dans ces investigations avec l'ARS, au niveau national avec voilà, la Santé publique France, la DGL, la GCCRF, etc. Et donc, c'est très important aussi de s'appuyer sur ces données d'investigation pour faire évoluer les connaissances, les pratiques, les recommandations. Voilà, et j'ai terminé. Et donc, je dis merci à tout le monde, aux collègues de l'ARS et à mes collègues des départements des maladies infectieuses de SPF, parce que donc j'ai pioché des diaporamas, des diapos un peu partout. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Je ne sais pas si vous avez entendu des applaudissements dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions quand même fournies? On a une question pour Dr. Arias dans le chat. Entre-temps, alors, il y a une question sur le tableau de GEA très invalidant sans fièvre. Lorsque la copo revient positive, les antibiotiques sont toujours déconseillés, car en pratique, c'était le seul moyen de résoudre les symptômes. Je laisse la réponse. En fait, j'ai pas compris si ça dépend sur un pathogène attaquant de façon globale. Alors, je ne sais pas si elle vous a entendu. Si elle peut, je ne sais pas, la répondre dans le chat, elle va prendre le micro. Si elle peut, ça va aller là. Question. La GEA très invalidante, lorsque la copro revient positive, les antibiotiques sont toujours déconseillés. En fait, globalement, oui, et ça dépendra du germe et du terrain. Par contre, si c'est même quelqu'un sans fièvre qui est avec un traitement extrêmement immunodépresseur ou très fragile ou un enfant très petit, donc voilà, il y a peut-être des adaptations à faire en fonction du tableau clinique et du pathogène. Mais le réflexe, c'est plutôt sans fièvre également, globalement. Après, avec des nuances. Mais disons, il faut réfléchir vraiment avant de passer un antibiotique sur une diarrhée. Et non, par exemple, comme j'ai pu l'écrire sur une des diapos, dans le Campylobacter, vous avez un bénéfice absolument minime de l'antibiothérapie à réduire les symptômes de quelques heures comparé aux potentiels effets indésirables en termes de sélection de résistance que vous allez induire chez votre patient. Vous allez vous traiter une diarrhée à salmonella difficile qui finalement n'est pas bien grave par quinolone. Et puis, elle décide de partir en Thaïlande. Et du coup, là-bas, en fait, elle revient avec une souche résistante au quinolone qui va donc s'implanter. Et par pas de chance, elle va faire un sepsis sévère là-dessus. Donc, pour une antibiothérapie qui n'était pas indiquée, vous pouvez avoir des conséquences. Globalement, donc, réflexion. C'est-à-dire que ce n'est pas automatique et vous n'aurez pas un bénéfice incroyable pour votre patient en termes de symptômes. En fait, c'est surtout pour éviter l'aggravation du tableau sur les formes qui peuvent être bactériémiantes et le développement de formes graves. Voilà. Pour les formes non toxiques. Et surtout pas mettre d'antibiotiques sur les formes toxiques. Donc voilà pourquoi vraiment réfléchir avant de passer un antibiotique. C'est pour la course clinique un complément. Ça me rend complémentaire avec l'asténie et un mauvais symptôme. Et ben, sur la diapo, sur le diapo, le Campylobacter, vous pouvez le traiter. Vous
pouvez traiter en fonction de. Enfin, ça, c'est. On reste médecin, on est devant notre patient, il a ses spécificités, il y a enfin, c'est une interaction particulière sur une situation particulière, on peut donner des recommandations. Traiter un campylose, c'est pas non recommandé, hein. Vous pouvez tout à fait le faire, tout simplement en s'adaptant à la situation, au cas par cas. Le symptôme actif de l'anorexie, ça peut persister même après plein de virus, hein, la reine des grippes, on est fatigué, c'est aussi le temps. C'est le temps à ce que l'organisme se prenne à bout. Surtout qu'en plus, le campylobactère va donner souvent des syndromes post-infectieux, notamment digestifs, donc sur lesquels l'antibiothérapie ne fera rien du tout. Alors, on a encore une question pour vous. Je vous remercie pour toute cette présentation. Docteur Arias, en pratique courante, on peut donc oublier la PCR au final. Là, vous aurez du mal à l'oublier parce qu'en fait, les laboratoires vont vous la faire automatiquement. Donc, parce que pour eux, c'est un gain de temps et ils facturent plus cher. Donc, par conséquent, ils vont vous la faire et ils vous le rendront positif. Et c'est plutôt même des fois où il va falloir insister pour avoir un vrai résultat de coproculture au-delà de la PCR. Malheureusement, c'est plutôt qu'il faut mieux que vous écriviez très clairement coproculture en majuscule sur votre ordonnance. Et que si jamais vous avez un résultat positif, et que vous faites quand même juste une PCR sans aller au-delà et qu'il y a quelque chose de positif sur la PCR, appelez le labo pour aller plus loin. J'ai omis de vous faire encore une petite publicité Omnidoc sur les questions, enfin, dans les cas où vous vous posez des questions, notamment sur une interprétation de ce type, ou voilà, j'ai une PCR, je sais positive, je ne sais pas quoi faire, ou justement que vous hésitez à prescrire au nom des antibiotiques, vous pouvez tout à fait prendre un avis auprès de nous en détaillant la situation du patient via la plateforme Omnidoc. Il y a des questions dans la salle en ligne, n'hésitez pas. Ce que je vais faire, c'est que, voilà, c'est une question, je transmets rapidement. Ce que je vais faire, c'est que vous invitez à alors, vraiment, là, c'est ça. On a un petit boucle pour terminer. Ce sera notre post-test. S'il veut bien, on va passer au Moi, je me permets juste une question de Béotien. Qu'en est-il de la problématique des laits en ce moment? C'est du Bacillus cereus. Voilà, est-ce que ça fait partie, sans vous demander de réponse, hein, parce que je pense que personne ne le sait. Où on en est, est-ce que ça fait partie? C'est interrogation, je pense qu'on n'a pas la réponse. Aujourd'hui, tout le monde a l'alerte. Tout le monde sait que l'annonce a été faite et en fait, transmis aussi aux professionnels. Et les plus recommandés, c'est quand on a des enfants malades qui ont consommé l'air, on essaie de récupérer de l'eau. On ne va pas retrouver, c'est voir si le l'eau correspond au l'eau qui ont été retirées ou pas. Et en fait, quels sont les symptômes pathologiques qui sont présentés. Aujourd'hui, c'est vraiment l'investigation en cours. Toutes les remontées sont faites via soit le site Signal.info de la DPP ou alors sur l'écrit. Il y a aussi la vigilance qui récupère des informations. Donc pour l'instant, les marques qui apparaissent au fur et à mesure parce que nouveau signalement ou parce qu'identification de Bacillus cereus dans. Ah non, pas du tout. C'est signalement consommateur. C'est signalement consommateur. Okay. Hein. Les parents qui signalent que leur enfant ont présenté des signes suite à la consommation du lait et la DPP vérifie si le lait, quand ils ont encore les boîtes, parce que parfois c'est a posteriori qu'ils ont l'information et qu'ils signalent depuis n'ont plus la boîte, mais quand ils ont la boîte, il y a des comparaisons de l'eau pour voir si mais pour l'instant c'est en cours. Alors, donc, on a lancé le petit post-test. Donc, en France, on a de cas de toxi-infection alimentaire collective. Ça qui sont déclarés en moyenne chaque année. Pour l'instant, 0,100%. Enfin, la réponse correcte, je pense. La bonne réponse, c'est environ 2. Chaque année, en moyenne, c'est d'après le.
L'année dernière, mais Il y en a eu un peu plus à la carte. Ouais, ouais, exactement. C'est entre 1500 et 2000. Exactement. On corrigera. Ouais, tout va bien. Alors, quel est l'agent pathogène le plus fréquemment identifié dans les sacs? Ça a été difficile. Et... Non, c'est bien sur à quelle température minimale peut-il cuire à cœur la viande hachée pour extraire les bactéries pathogènes? C'est pour 75. C'était la réponse que vous n'avez pas en fait. Voilà. Si vous le voyez plutôt dans une Donc, il y a un petit pas entre 70 et 80. Ah, on est à 50. Partagé. Non, personne. Et la bonne réponse, c'était 60 degrés. Ah, vous, c'est 80. Mais oui, alors, sur les abords de Taras, 75 sur le site de France, c'est marqué. Moi, je le fais à partir de ce France. Ah oui, mais là, je viens de regarder. Oui. On voit bien que tout le monde On est Voilà. On est pas très large. La population prend le risque le plus élevé de faire une grave sérieuse. Alors. Effectivement, ce sont bien les femmes enceintes et leur fœtus. Et on termine la question par la principale source de contamination humaine par Campylobacter en France. Bon, bah, tout le monde est d'accord, c'est la volaille et les produits agricoles. Alors, il y a encore deux petites questions qui me permettent avec André de comprendre. C'est comment la soirée. André, tu veux dire un mot moi, je vous remercie d'avoir suivi notre parler. Oui, je vous remercie d'abord ceux qui sont au web et ceux qui sont ici, d'être restés, et après surtout de prendre un petit buffet pour ceux qui veulent, et après Après ce menu-là, ce menu, on va différencier. Mais merci encore avec ceux qui sont venus avec nous au marché international, et s'il y en a d'autres qui sont intéressés, ben, peut-être un jour s'inscrire. Voilà, merci en tous les cas à tous et merci à nos collègues qui étaient au web d'être intervenus et d'avoir participé. Un très grand merci. Exactement. Et le temps, je vous mets la deuxième question, quels sont les points positifs ou les axes d'amélioration selon vous? Le temps que vous répondiez, juste d'un point de vue un peu administratif, donc il y aura un petit replay qui sera disponible de cette soirée. Après, on enverra d'abord pour validation aux différents intervenants et on enverra à tous ceux qui ont rempli la feuille d'émargement à travers les mails que vous avez indiqués, et il sera également disponible sur notre site internet. On mettra à disposition les supports qui peuvent être mis à disposition. Donc voilà, une nouvelle fois, merci aux intervenants. On a tenu le timing, on a tenu la soirée, on est très contents. Donc merci à tous. Espérons que les horaires vous plaisent pour ne pas gâcher trop la soirée. Merci, merci. Merci à ceux qui sont sur le web. Merci beaucoup. Et bon appétit. Et si vous êtes malade, vous savez ce qu'il faut faire. Voilà, merci.